La sorcière du regret. Il était autrefois, dans le nord de l'Écosse, là où le ciel est bas et les côtes malmenées par la mer, un pays de genêts et d'ajoncs, de bruyères sèches et de rochers austères. C'est là que vivait Katir Flanagan, une petite vieille voûtée par le poids des années et qui ne demandait rien à personne, car elle n'attendait plus rien de quiconque à force de solitude. Nul ne savait son âge, ni d'où elle était venue un beau jour comme ça, seule et sans famille. Katir habitait une masure à l'écart du village, une chaumine aux rideaux sales. Elle hantait les chemins et les routes de sa démarche boitillante. On la craignait, les enfants détalaient de plus loin qu'ils apercevaient sa silhouette contrefaite et son fichu mité. D'ailleurs, on disait de Katir les choses les plus étranges. Elle pouvait, paraît-il, faire tomber de la grêle en plein cœur de l'été, ou transformer la plaine en un étang boueux sans qu'il soit tombé une seule goutte. Elle pouvait aussi, disait-on, mais chut, on pourrait nous entendre, et il ne fait pas bon de parler des sorcières. Car Katir Flanagan avait le mauvais œil. C'est pourquoi, lorsqu'une vache tombait malade, quand le prêtre partait au chevet d'un mourant, chacun était certain qu'elle y avait mis la main d'une manière ou d'une autre, bave de crapaud ou sang de navet. Un soir brumeux de février, Katir filait, au coin du feu, son corbeau sur l'épaule. Une ombre emmitouflée, surgissant du brouillard, emprunta le chemin caillouteux qui conduisait à sa fermette. C'était une femme à la démarche fière, enveloppée dans une riche houppelande. Elle arriva à la porte branlante, resta un instant sur le seuil, puis entra. Le corbeau, dérangé dans sa sieste, s'envola et Katir demanda, sans se retourner ni quitter des yeux son ouvrage. « Que me vaut l'honneur de votre visite, noble dame ?» Katir savait déjà ce que voulait la femme du seigneur d'Aberlour. Mais elle la laissa se troubler, bafouiller, s'enferrer avec un petit rire au coin de l'œil. « Je suis venu chercher de l'aide, bonne mère. Je voudrais... » « Connaître l'avenir, peut-être, » suggéra la sorcière. « Oui, » avoua la belle dame, « je voudrais voir... »« Que désirez-vous voir ?»« Je veux voir mon seigneur Gordon, mon époux bien-aimé, parti guerroyer loin d'ici. Il paraît qu'il est las de moi. Il paraît qu'il en a choisi une autre. Dites-moi si c'est vrai, ma bonne mère. Montrez-moi la maîtresse qu'il nous ramène de France pour prendre ma place à Aberlour. Tenez, c'est pour vous si vous m'aidez. » Elle sortit une bourse aux joues gonflées. La sorcière entendit le tintement des pièces. Son œil pétilla. Elle branla du chef, s'approcha du foyer en boitillant, remplit d'eau sa grande marmite qu'elle suspendit au-dessus de l'âtre. La noble dame s'assit et attendit. Katir jeta dans l'eau qui frémissait des huiles aux odeurs suaves, un peu de poudre noire et de l'encens d'église. L'eau se mit à bouillir et la vapeur monta. Une vapeur dense qui envahit la pièce. Alors la sorcière tira son trépied près de la flamme, ferma les yeux en bredouillant des paroles inintelligibles. Et bientôt, des veloutes noires obscurcirent la pièce, une fumée sombre où s'agitaient des ombres, qui, peu à peu, se précisèrent. La proue d'un majestueux navire se profila. Les marins vaquaient sur le pont sous un soleil ardent. Ils suaient et se plaignaient. Un peu plus loin, un seigneur en habit de velours regardait l'horizon. Les bras passaient autour des épaules d'une jeune femme en robe de brocart et de soie. L'homme prit la main de sa compagne, la baisa doucement et la serra contre son cœur. À cette vue, la dame hurla. « C'est eux! C'était donc vrai! Ton sortilège me prouve la trahison de mon époux! Oh, par la malmort, puisses-tu chasser le soleil, amasser les nuages, faire lever la tempête, foudroyer ce navire, couler corps et bien ce mari infidèle !» De sa manche, la châtelaine sortit une seconde bourse et la jeta sur les genoux de la vieille femme. Les pièces d'or cascadèrent, roulèrent sur le sol de terre battue. « Obéis-moi, Katir, et tu en auras d'autres, beaucoup d'autres. Quand tout sera fait, je te le promets. » La vieille prit le temps de ramasser les pièces une à une avant de répondre à la dame. « Ainsi ferai-je, si tel est votre bon plaisir. Mais sachez que jamais vous ne pourrez revenir en arrière. »« Peu importe, je veux que cet impudent meure. »
Eh bien, conduisez-moi au donjon d'Aberlour, j'exaucerai votre souhait. » La dame se leva, s'élança hors de la chaumine. La Catire boitillait sur ses talons. Elles traversèrent le village endormi, passèrent le pont-levis, s'engagèrent dans l'escalier en colimaçon du donjon. La sorcière se hissa péniblement en haut des marches qui donnaient sur une pièce mansardée au sommet d'une tourelle. Hors d'haleine, elle s'assit et réclama une bassine d'eau. Un serviteur la porta aussitôt, sur ordre de sa maîtresse qui attendait tout près. La sorcière saisit un nappe, le posa sur l'eau calme de la bassine, fit s'asseoir la dame à sa place et lui dit « Observez bien l'eau et les mouvements de la coupe. Ils vous diront ce qui se passe. » À ces mots, Catire redescendit sur le chemin de ronde et là, tournée vers le couchant, elle commença à psalmodier une mélopée si rauque que ses affreux accents auraient donné la chair de poule même aux plus téméraires. Cela dura longtemps, longtemps, et d'un coup, la sorcière se tut. Au loin, un éclair sillonna le ciel et le tonnerre gronda. Pendant ce temps, dans la tour, la dame d'Aberlour attendait et observait. Elle vit l'eau se troubler au fond de la bassine et des rides apparaître à la surface. Les rides se firent de plus en plus profondes. Le hanap commençait à osciller, doucement d'abord, puis plus fort, au rythme des vaguelettes qui lui léchaient les flancs. Bientôt, les vagues se firent lames. Le frêle esquif dansa une drôle de sarabande assaillie par l'eau noire et glacée. Lorsque la bassine commença à bouillonner, la coupe ballottée comme un navire dans la tempête fit mine de chavirer. Chavira tout à fait sous l'assaut de la vague suivante. Coula au fond de la bassine et tout s'apaisa comme par enchantement. La châtelaine retrouva Catire dans la cour. « Ainsi en est-il fait selon votre désir, » déclara la sorcière. « Gordon d'Aberlour ne reviendra plus. » La noble dame la regarda, muette et stupéfaite. Sa bouche se tordit et ses yeux s'agrandirent, mais elle ne sut rien dire tant elle était choquée. Pendant toute une semaine, elle resta prostrée et égarée. Elle ne parlait que de Catire qui lui avait tournoboulé l'esprit. Elle ne cessait de prier pour le retour de son époux, même s'il était au bras d'une autre. À ce moment-là, peu lui importait du moment que Gordon revenait. Et lorsqu'un messager arriva au château pour lui confirmer que le navire de Gordon d'Aberlour avait sombré dans la tempête, elle se tordit les mains en hurlant. Alors, folle de douleur, elle envoya ses gardes à la masure de Catire avec ordre de passer la sorcière par les armes et de brûler son bien. Mais lorsqu'ils enfoncèrent la porte, les soldats ne virent rien. Rien d'autre qu'un corbeau, la tête sous l'aile, et un joli chat noir aux grands yeux jaunes qui profita de l'ouverture pour filer dans les bois sans demander son reste. Le corbeau s'envola à son tour. Les soudards allumèrent des torches, embrasèrent la chaume, les poutres, les chevrons, et bientôt la masure brûla. Et derrière eux, les soldats entendirent le miaulement du chat noir, comme un ricanement sinistre. « On ne peut revenir en arrière, 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 arrière. »